Après concertation à la tribune, je vais être extrêmement bref parce qu'il est déjà 13 h et qu'il reste encore Jean-Louis et Jean-Marie, et donc nous sommes déjà beaucoup parlé depuis un mois. Nous avons eu encore jeudi soir dernier, avant-hier soir, un dîner extrêmement fructueux et extrêmement constructif, et donc je serai extrêmement bref. Je voudrais simplement vous dire 3 choses. Je ne vais pas reprendre la valse de Jarret, ça me rappelait une jolie chanson de Jacques Brel que tu connais peut-être, la valse à mi-temps, tu vois. Non, tu ne te souviens pas de cette chanson. Mais, écoute, la valse, et après ça se finit, toi et moi. Enfin bref, écoute, je vais tracher les albums de Jacques Brel. Et simplement, vous dire d'abord que je suis très heureux d'être aux côtés de nos 3 camarades, et plus précisément de Jean-Marie. On a travaillé ensemble pendant 18 mois ou 2 ans. J'avais dit à Jean-Marie, lorsqu'il m'avait dit, tu sais, je souhaite éventuellement changer de responsabilité ministérielle, je lui avais dit, je te comprends très bien que tu veuilles en changer, mais je pense que tu vas regretter très vite. Et 8 jours après, ou 15 jours après, ou 1 mois après, on se croise au Conseil des ministres et il dit, eh bien, ta prédiction s'est avérée exacte. Voilà, nous avons eu avec Michel Chuchot et Jean-Marie Bocal 2 très belles années ensemble, et ce que tu as dit avait été extrêmement juste. Moi, j'ai travaillé dans une confiance absolue avec Jean-Marie. J'étais un collaborateur heureux d'un homme qui, au quotidien, vivait sa fonction ministérielle sans se dire éventuellement qu'est-ce que je pourrais faire pour emmerder le copain. Et qui était dans la loyauté, dans le combat, dans le respect mutuel. Et c'est vrai que c'est assez rare en politique d'avoir un homme qui n'est pas tordu, qui n'est pas en train de s'interroger sur le meilleur moyen de déstabiliser celui avec lequel vous êtes en train de travailler, et qui est profondément généreux, humaniste. Et donc Jean-Marie, vraiment, moi j'étais heureux de travailler avec toi, et je suis heureux aujourd'hui d'être amené à porter un projet politique pour 2012. Donc je voulais le dire devant les militants de la gauche. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Jean-Marie Bocal à vos côtés, avec vous, comme leader du parti. Et 2 choses simplement que je voudrais dire en complément. La première, c'est que s'il fallait que je résume pourquoi nous faisons tout cela et pourquoi nous achevons la construction de cette confédération, de cette alliance, c'est parce que, nous sommes nécessaires à la France et aux Français, et deuxièmement, nous sommes nécessaires à la majorité. La réalité du sujet et de la problématique, elle est aussi simple que cela. Nous sommes nécessaires à la France et aux Français parce que nous portons un projet politique qui est la synthèse d'un certain nombre de courants de pensée, mais qui se retrouvent sur un certain nombre de socles ou de valeurs que nous partageons tous. Nous sommes issus de familles politiques différentes, de courants de pensée différents, nous partageons un certain nombre de principes. Et je reviens à simplement je rebondis sur ce que disait Michel Chuchot et Hervé Charette. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, nous sommes probablement, au sein de la majorité, les seuls à penser qu'un homme providentiel, ça n'est pas notre construction politique. Nous pensons que la démocratie, ce n'est pas simplement un acte cathartique à partir duquel on élit quelqu'un à qui on donne les clés pendant 5 ans. Nous pensons au contraire que la démocratie, c'est un moment de partage, c'est un moment d'équilibre des pouvoirs, et que la démocratie, c'est une construction dans laquelle on croit que le collectif vous rend plus intelligent que la seule démarche individuelle. Nous ne croyons pas en l'hyperconcentration des pouvoirs. Nous ne pensons pas que la question se résume à un projet politique porté par un homme, mais nous pensons au contraire qu'une démocratie et qu'un pouvoir politique est d'autant plus efficace qu'il est fait d'une coalition, qu'il est fait de sensibilités différentes, et qu'il impose aussi, et qu'il oblige ainsi le pouvoir politique à être exemplaire, à porter une réelle éthique, et qu'il oblige le pouvoir exécutif à être à l'écoute de nos compatriotes. Et quand vous êtes dans un système de coalition,
vous obligez le pouvoir exécutif en permanence à dialoguer avec sa majorité. Vous l'obligez ainsi à convaincre. Vous l'obligez ainsi à porter un projet qui soit partagé au sein de la majorité, ce qui facilitera ensuite la capacité de le porter auprès de Français et de le faire partager par les Français. Eh bien, cette idée d'une autre démocratie que le seul fait de confier les clés à un homme pendant 5 ans, je pense que nous, qui sommes ici à la tribune, eh bien, nous sommes ceux qui partageons cette idée. Et si aujourd'hui, le bilan du président de la République est diversement apprécié par les Français et de la majorité, le bilan de la majorité au fond, c'est pas tellement sur le fond. Je pense que c'est essentiellement lié à la forme. Je pense que nous avons besoin d'un pouvoir plus sobre. Il y a toute la question de la dépense publique, mais nous avons besoin d'un pouvoir plus sobre dans le comportement, dans le geste, dans l'expression, dans l'apaisement de la société française. Et que c'est cet exercice-là du pouvoir qui a entaché beaucoup l'appréciation du bilan de la majorité et des 4 années au pouvoir. Et donc nous portons une autre idée de la démocratie, et ça fait partie du socle qui nous est commun à nous. Le deuxième sujet, je rebondis sur ce que disait Hervé Tcharet en rappelant les propos de Claude Guéant. La question de l'éducation, nous le disons souvent chacun avec nos mots, c'est une question centrale. Tony Blair avait eu une magnifique formule lorsqu'il a été candidat pour la première fois à la tête du Royaume-Uni. Il avait dit « Ma première priorité, c'est l'éducation. Ma deuxième priorité, c'est l'éducation. Et ma troisième priorité, c'est l'éducation. » Eh bien, je voudrais que notre candidat à l'élection présidentielle fasse de l'éducation la priorité absolue des 5 années. Vous constatez aujourd'hui, Jean-Marie, souviens-toi, au titre des journées d'appel à la défense, que 13% des jeunes de 18 ans sont en situation d'illettrisme. Ce sont les chiffres bruts, sévères des journées d'appel à la défense. Et qu'aujourd'hui, les pédagogues, les scientifiques et les experts qui travaillent sur ces sujets estiment que nous ne sommes plus à 13%, mais que nous sommes au contraire plutôt à 20% de jeunes à la sortie de la CM2 qui sont en situation d'illettrisme. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un pays qui est en train de creuser sa propre tombe. Qui est en train de creuser ses propres difficultés. Qui est en train de creuser les voies de l'exclusion, les voies de la précarité, les voies du chômage et éventuellement les voies de la délinquance. Eh bien, nous devons faire, dans notre projet politique, de l'éducation la priorité, la matrice de notre projet politique. Parce que, mesdames et messieurs, il n'est pas logique qu'en ayant augmenté les dépenses d'éducation de près de 100% en l'espace de 30 ans, nous ayons un système qui ne soit pas capable de fournir un meilleur rendu. Alors, je veux bien que les choses soient de plus en plus compliquées, mais quand je suis allé dans une zone urbaine sensible, dans un collège, une zone urbaine sensible de Metz, et que le principal du collège m'expliquait que moins de 30% des jeunes de ce collège iraient jusqu'au baccalauréat, que moins de 10% iraient à l'université, eh bien je me dis que nous avons là, nous sommes là devant un gâchis humain, devant un gâchis d'une société tout entière qui ne prend pas en compte la profondeur de cette problématique. Nous avons en la matière une politique qui est simple, c'est une politique de l'autruche. Nous refusons de regarder les choses en face. Et comme Jean-Louis, tu as fait le Grenelle de l'environnement, moi je pense qu'au lendemain d'une élection présidentielle, en ayant fait une priorité absolue d'un futur quinquennat, eh bien au lendemain de cette élection, comme on a fait pour les universités, s'engage un débat pendant quelques mois, et qu'à l'issue de ce débat, nous transformions en profondeur le système éducatif en évitant soigneusement ce qui est trop souvent facile à la droite, c'est de considérer que si le système éducatif va mal, c'est à cause des profs. Eh bien, nous avons besoin de construire, selon moi, et nous en parlerons ensemble, un système où on arrête, bien entendu, de supprimer les postes, c'est le premier signe qu'il faut donner, arrêter d'évoquer la question des moyens, et ensuite aborder le sujet avec 2 principes. L'autonomie des établissements, parce qu'on ne peut pas avoir le même projet éducatif et
pédagogique quand on est dans une zone urbaine sensible ou quand on est dans une école du 6e arrondissement. On doit aborder le système en adaptant les moyens et de façon massive en fonction, en effet, des problématiques scolaires, et avec un deuxième principe qui est celui de l'évaluation, c'est-à-dire qu'à partir de moyens accordés, eh bien, on doit voir si le système produit les effets recherchés. Eh bien, nous devons, à partir de principes simples, construire un nouveau projet pour la France en matière scolaire et éducative. Je pense que ça doit faire partie de nos priorités. Troisième idée, ou troisième élément que je voudrais mettre en exergue, c'est que on évoque la question de l'immigration en la confondant avec la question de l'intégration. Je porte, moi, je vous le dis clairement, l'idée qu'il nous faut avoir une politique extrêmement ferme sur la régulation des flux migratoires. Je pense profondément que Guéant a raison et Nicolas Sarkozy a raison quand il dit cela. Mais en même temps, nous devons cesser de faire des amalgames qui sont des amalgames honteux. Et j'aimerais tellement qu'on porte l'idée que la diversité de la société française, c'est une richesse fondamentale, que ce sont des talents, que c'est une énergie, que c'est une capacité pour la France d'affronter la globalisation avec des atouts que n'ont pas d'autres pays. Et qu'on cesse simplement de stigmatiser la banlieue en expliquant qu'il s'agit de gangs, de camions, de pompiers caillassés, mais qu'au contraire, la banlieue et les Français héritiers de l'immigration, c'est un atout colossal dans un monde global tel qu'il est, et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs d'une énergie, d'un enthousiasme qui sera et qui est utile pour le pays. Voilà, là encore, un message politique que nous serons les seuls à porter. Nous sommes nécessaires pour les Français, mais nous sommes aussi nécessaires pour la majorité. Et Hervé Charette l'a dit, je le dis et je le redis à chaque fois, désolé pour ceux qui ont participé à tous nos débats depuis un mois, mais, mesdames et messieurs, ceux qui vous disent que la division nous fait perdre sont des personnes qui mentent. Qui mentent parce que c'est une contre-vérité historique. Nous avons toujours gagné les élections parce que nous avons respecté la diversité de la majorité. Nous avons gagné de 1958 à 1981. Alors vous n'avez peut-être pas forcément tous gagné dans la salle à cette période. Et ensuite, nous avons regagné à peu près à chaque fois. Et à chaque fois sur un modèle simple, un candidat qui était un candidat de droite assumé et un candidat du centre, lui aussi assumé avec son projet politique. Il y a 2 tours à cette élection présidentielle. Et qui peut croire un seul instant que celles et ceux qui portent notre famille politique, qui la soutiennent, iront simplement voter au premier tour Nicolas Sarkozy parce qu'on leur dira que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Ça n'est pas vrai. Ceux qui, parmi les 7 millions d'électeurs de François Bayrou, à 70% ont voté Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, et bien ceux-là, ils demandent un projet politique alternatif. Et ceux-là, vous n'irez pas les faire voter s'ils n'ont pas d'autre choix que le Parti Socialiste ou Nicolas Sarkozy, et qui sont pour la plupart d'entre eux déçus de la démarche politique qui a été celui auquel ils ont fait confiance en 2007. Alors en conclusion, je voudrais simplement vous dire une chose. Nous ne sommes pas là pour participer, nous ne sommes pas là pour témoigner, mais nous sommes là pour gagner et pour porter un projet alternatif avec en effet Hervé Charette, le meilleur pour porter ce projet-là, et nous le ferons pour nous, nouveau centre, à l'automne. Je vous remercie.